Alors, bonsoir à tout le monde. J'ai une petite question. La musique suisse de l'année 70, 80, ça vous dit quelque chose? Vous savez qu'il y avait cette musique dans l'Etna, là? Pas du tout? Quelques noms, quelques références? Rien. Parce que j'ai préparé un petit quiz. Vous pouvez gagner des choses, mais il faut... faut lire le livre. Oui. Vous voulez que je commence avec les questions? Je crois que c'est déjà fait, non? Oui, je l'ai déjà préparé. On veut commencer, ça? Oui, alors j'ai 4 questions. Alors, les premières questions, ce sont des Suisses en contexte avec Paris. Un jeune homme qui est dans ce livre. Les experts. T'en prie, s'il te plaît. C'est juste. C'est déjà juste. S'il te plaît, viens chercher. Bravo, hein? Bravo. Très fort. À mon avis, ça a rougé là. Très près. Pour qui ne connaîtrait pas Stéphane Eicher, déjà tout petit dans de tes cahiers. C'est l'édition 2011. Tu la connais, cette-là? C'est très intéressant, c'est en anglais. Et c'est une petite Bible avec plein de gens. Un agenda. Agenda et plein de gens de rock, musiciens rock avec tous les dates quand ils sont, comment on dit, morts. Ça, pour toi. J'étais au Père Lachaise cet après-midi, ça tombe bien. Oui. Il y a, Jim Morrison, il est là-dedans, bien sûr aussi. Alors, dis-nous vite, qu'est-ce que tu saches de Stéphane Eicher, sur ses premières années? Hein? Sinon, tu vas rendre le livre. Oui, alors... Il a fait un groupe qui s'appelait Krauze. Correctement, c'était son frère, Martin. Le groupe Krausone, ça vous dit quelque chose? Iceberg? Oh, là. Oui, c'est devenu un hit, une succès énorme. Hein? On a vendu 250 000 de disques sur ce chanson. Et en avant, il y a aussi un contexte avec Paris. Qu'est-ce qu'il a fait comme musique? On a déjà entendu une chanson il y a 10 minutes. C'est un magasin de disques, un label de Paris qui s'appelle Born Bad. Hein? C'est ça. Ouais, ça, c'était avant, quand il a fait le groupe avec son frère. Et le reste, c'est plus ou moins l'histoire, non? Bon, les autres ont aussi le droit de répondre. Bon, alors, la deuxième personne... Deuxième question. Deuxième question, bien sûr. Deuxième personne. C'est un Balois. Martin, c'était un Bernois. De nouveau, le calendrier. Il a joué dans un groupe avec Philippe Alliott en 1984-83 qui s'appelait Gaius Connection. Et après, ils ont changé le nom et ce groupe s'appelait Touch El Arab. Il avait un succès énorme aussi, pas comme Stéphane. Pardon? Muammar, c'est ça. Mais c'est pas la question. Je veux le nom de musicien. Musicien. Moi-même, je sais pas. Un, c'était Philippe Alliott et l'autre. Il a déménagé à Paris. Attendez, c'est pas le seul. C'était en 1994-95. Parce que il avait une copine ici à Paris et il voulait faire la musique en plus. Alors il a créé un autre groupe ici avec un personnage qui s'appelle Philippe Cohen Soal.
Le groupe s'appelait Boys from Brazil. Ça dit quelque chose? Non. Oh, ça va être dur maintenant. Philippe Cohen-Soald, ça vous dit quelque chose? C'est ça? Gotham Project. Et comment il s'appelle? Presque tous les Suisses allemands tiennent ce nom. Les Suisses allemands. Tous les Suisses allemands tiennent ce nom. Franz, Ok. t'as le droit de répondre Mais le aussi, groupe, vous connaissez bien, non? Les Gotham Project, non? Oui, c'est bien connu ici à Paris, non? Bon, alors... Mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oui, je vous donne une chance. Hein? Christoph Müller. Christoph Müller. Très facile. Ouais. Désolé. Désolé. Bon, ça c'est difficile maintenant, mais il est de Zurich. C'était facile. C'était facile maintenant, hein? Ça, c'était les grands numéros, les grandes images. Maintenant, un spécialiste. Il a passé presque 10 ans à Paris, en 1990 jusqu'à 1998. Il est zurichois. Il a joué dans un groupe qui s'appelait The Playboys. Et... Ouais. Mais sa grande passion, ce sont les bandes dessinées. Et c'est pourquoi il est venu à Paris. Parce que la France a une tradition, non? Les bandes dessinées. Il sait? C'est ça. Merci. C'est Thomas Hoth. Ça vous dit quelque chose? Oui, merci. La Bible. La Bible. Une Bible. Bravo. Bravo. Alors, une fois en plus, Paris. Je commence avec le fin. L'année prochaine, le mars 25, dans la Maison européenne de la photo, cette personne, il est de Lucerne originalement, a une expo ici à Paris qui s'appelle The One Man Show, Golden Years. Oh yeah. Il sait, oh mais c'est pas correct parce que je lui ai proposé ça, je lui ai déjà dit, non mais ça c'est... Mais il a quand même gagné. Il a quand même gagné, oui, le livre. Mais bien sûr. J'ai une cinquième question. Il y a quelqu'un qui connaît Luciano Castelli ou qui a fait connaissance ici. Il est à Paris depuis des années, non? Beaucoup d'expositions, musicien à Berlin, Kyle Tiré. Il a présenté un opéra au Centre Pompidou en 1984. Oui. Et sa première expo ici à Paris, c'était même en 1980. J'ai noté Centre Georges Pompidou. Ah. Et C'était le pré-opéra. hein? Voilà. Très bien. J'arrête pour le moment, non? Ben, je sais pas. Oui, j'ai encore des autres choses, mais c'est pas seulement moi qui fais le... Non, mais tu peux continuer. Alors, on a ces deux livres. Le Hot Love, c'est la musique punk, New Wave, en Suisse, en 76 jusqu'à 80. Et c'était très important, ces gens, cette scène, pour ce deuxième livre, pour toutes les années 80. C'était aussi pour... moi, j'avais la chance d'être dans les deux scènes, pas en même temps, mais, comment on dit, un après l'autre. Hein. Et là, ça, c'est une chronologie. C'est seulement une chronologie de cette période, parce que même en Suisse, il y a presque personne qui connaissait ça. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment connus aujourd'hui, qui étaient part de cette scène, aussi dans leur biographie,
on ne trouvait rien de cette période parce que c'est une période très chaotique, très spontanée. Personne n'a pensé ce qu'on fait artistiquement, musicalement, vaut la peine dans le futur. Non? C'était fait aujourd'hui et oublié demain. Et ici, en 1980, le 30 mai, on a une incidence très importante en Suisse. Ça se passait à Zurich. Il y avait un concert de Bob Marley et quand il a finissé le concert, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Stand up for your rights. C'est ça. Tu as gagné. Il est encore là. Je peux? Oui, bien sûr. Alors, et en même temps, il y avait une démonstration. Don't give up the fight. Don't give up the fight. Mais on n'a pas encore commencé, mais on a commencé exactement cette soirée. Et moi, j'étais aussi, par hasard, j'ai vu un film, c'était de Pasolini, ça s'appelait les 100 jours ou les 1000 jours de Sodome. Ouais, à cette soirée. Hein. Ouais. Je ne savais rien de cette démonstration dans les rues. Je sortais du cinéma et je sors et partout les flics, tu vois, la bataille des Molotov cocktails. Et moi, je sors de ce film, non? Qu'est-ce que tu veux en plus? Hein? Continuez, tout de suite. Et beaucoup de ces gens de ce concert, ils sont venus aussi en ville parce que dans les trams, dans les bus, les annonces, ils ont dit qu'il y a des problèmes en ville. Alors ces gens, ils avaient encore ces mots, ce slogan comment on dit, dans le cœur. Alors, on était déjà des centaines qui se battent contre l'État, contre la police. Et le dernier mot dans ce livre, c'est 1992. C'était la première Street Parade à Zurich. Street Parade, c'est comme la Love Parade à Berlin. Ça, c'était une démonstration pour... Tu te rends compte? La Love Street Parade. Tu veux me faire gagner un livre? Oui. C'est pour l'amour, c'était pour... Love, l'amour, street, la rue. La rue. Non, street, la rue, c'était nous. L'égalité... La tolérance. La tolérance, des choses comme ça. C'était une demande d'une nouvelle génération, c'était plus nous. Hein? C'était une musique différente, c'était des idées différentes. Et dans ce livre, on a 10 ans de la musique de cette époque qui a créé énormément des musiciens en Suisse, beaucoup de musiciens comme Bernard, comme Franz, comme Alain, que je respecte et qu'on connaît un peu partout au monde, hein, où on aime le rock. C'est vraiment exceptionnel parce qu'on est un petit pays, on n'avait pas une histoire sur le rock, rien. Mais cette génération a créé vraiment beaucoup de choses. Et aussi dans le contexte international. Ça veut dire, dans ce livre, c'est un livre fait seulement avec des musiciens et seulement avec des musiciens qui font encore aujourd'hui la musique. C'est pourquoi le titre s'appelle Heute und danach. En français? Aujourd'hui et après. Aujourd'hui et après. Tu dirais comment danach? C'est pas une chronologie. C'est pas une chronologie comme ici. On parle, comme on parle maintenant, de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous tous, on était dans un process. Le procès, il n'est pas encore fini. C'est la première soirée pour nous être au Centre culturel suisse. C'est juste? Ben ouais. Oui. Mais il y avait Thomas Hott qui était déjà ici dans les années 90. Hein. Bon, ok. J'ai une question à vous poser. Oui. Parce que bon, maintenant on est dans ce processus où on célèbre, c'est un peu ça, quoi. Ce qui a été fait il y a 20, 30 ans, ceux qui ont fait sont maintenant dans les médias, donc s'auto-célèbrent un peu, mais en même temps c'est Pas tous. Non, mais... On a 3000 musiciens là-dedans.
Si tu veux, on continue avec le quiz. Je trouve ça génial. Voilà. Mais je voulais demander à ceux qui ont fait, qui ont démarré des trucs justement, comme vous, est-ce que c'était plus excitant de le démarrer ou de l'avoir acquis en fait? Les plusieurs musiciens, la plupart des musiciens. Est-ce que quand on démarre des processus de... Qu'est-ce que ça veut dire démarre? Comment c'est Anfangen. Oui. Die, die es Est-ce que le processus in est mis en place? Bewegung gesetzt Oui. haben mehr Spaß gehabt ans Anfangen oder ans Durchziehen? Oh. Il faut demander peut-être à Bernard ou à... Les Sex Pistols disaient... Par exemple, toi, tu as On comment... ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait comment l'obtenir. On ne sait pas où on va, mais on sait comment y aller. Est-ce que c'est plus intéressant d'y aller, le processus? Ou est-ce que maintenant on a tout ce qu'on veut en fait? On a les clubs, on a tous les moyens. Ah, c'est un grand débat, ça. Non, C'est pas une table ronde qu'il nous faut. Mais sincèrement, malgré tout ce qu'on veut dire, c'est rarement les mêmes personnes qui font la révolution et après qui se tiennent au bar pour distribuer les bières, en fait. Il y a différents genres de personnes. Il y a effectivement ceux qui lancent des idées, qui partent la fleur au fusil et qui veulent défoncer les murs. Et après, il faut quand même des gens qui gèrent ce qui se passe, effectivement. Et il y a un changement de personnel à un moment donné, très rapidement, en fait. Et c'est jamais les mêmes qui révolutionnent, qui montent les murs. Alors, ce qui a changé dans les années 80, c'est que c'est en partie les mêmes personnes. Avant, c'était très clair, il y avait les révolutionnaires, puis après, il y avait les hommes de main. Comme il n'y avait pas tellement d'hommes de main à disposition, en fait, c'est les révolutionnaires qui ont mis le main à la pâte et qui ont commencé à monter des murs et à peindre des murs. L'usine à Genève, j'ai peint des murs, t'as monté des murs à frissons en dizaines. Voilà. En principe, c'est pas les mêmes, et ils prennent pas le même plaisir à le faire, mais en l'occurrence, do it yourself, c'est les mêmes pour finir, dans les années 80, en tout cas au début. Et il y a un plaisir à commencer les histoires, mais on est très seul quand on commence une histoire, quand on part en la fleur au fusil. Là, c'est l'histoire communautaire, c'était quand même ce qui nous manquait à l'époque, c'était de faire des choses ensemble. Je ne pense pas que ça manque moins aujourd'hui, je pense qu'on est moins sensible au fait que ça manque. Mais à l'époque, ce qui nous faisait beaucoup plaisir, ce qui nous nourrissait aussi beaucoup, c'était de faire des trucs ensemble tout d'un coup, de proposer une autre façon de monter des projets, de monter des choses. Par exemple, quand on faisait de la musique à l'époque, il faut quand même voir qu'on était à la merci de la décision d'un mec en cravate, assis à une table qui disait oui ou non. Vous pouvez sortir un disque. Aujourd'hui, ce genre de discours, ça nous paraît aberrant. Mais à l'époque, c'était effectivement comme ça. Oui, ce que tu disais par rapport au concert de Bob Marley, parce que pour nous autres, nous on n'est pas zurichois, on est plutôt du côté suisse romand. C'était une inspiration là, ce qui s'est passé à Zurich. Les gens dans la rue, la revendication de lieux alternatifs, des moyens pour cette culture-là, parce qu'en fait, je pense que tout avait démarré, donc ça c'est un peu l'anecdote, mais je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, avec ce fameux concert de Bob Marley, et en même temps, il y avait des votations. Moi, je suis sur Saint-Gallois, ouais. par exemple, je ne suis même pas zurichois. Et en Saint-Gall, bien sûr, on a fait les mêmes choses, on avait un centre autonome aussi. Ouais. Ouais. Mais l'histoire des votations, c'était par rapport à un crédit, je crois, de 60 millions pour l'opéra ou la culture, disons, classique. Et puis, je crois que ça faisait pas mal d'années qu'il n'y avait rien qui se passait par rapport à cette culture alternative et qu'il y avait des gens qui revendiquaient un lieu, la Rote Fabrik, la Fabrique Rouge à Zurich, qui a été un peu, pour nous autres fribourgeois ou genevois, quand la Rote Fabrik a pu finalement, grâce à ces émeutes, avoir lieu dans le sens exister géographiquement. Je ne sais pas s'ils ont reçu des subventions directement, mais au moins ils ont reçu le lieu. C'était une inspiration pour nous autres, parce que à Fribourg, il n'y avait rien qui se passait, à Genève, idem. Donc, de savoir qu'il y a eu beaucoup de mouvements de rue à cette époque.
À Lausanne, les gens sont descendus dans la rue. À Genève, on faisait des concerts sauvages. On squattait des endroits pour une soirée. Il y a eu pas mal de choses qui ont été inspirées de cette scène suisse alémanique. Donc, j'en profite pour te remercier en tant qu'ambassadeur. Non, alors, il faut dire, ça me surprise un peu. Ces livres, ils sont dans les deux langues. C'est français et allemand en même temps. Et moi, j'avais toujours, Franz, pour moi, c'était toujours la Suisse, c'était une paix. Pas Suisse allemande et Suisse France. Absolument. Alors pour moi, tu vois, et les Saint-Gallois aussi, par exemple, ils n'aiment pas les Zurichois, pas du tout. Vous connaissez ça peut-être en France aussi, il y a ces régions qui... Mais ça se passait là-bas, si ça se passait à Bâle ou à Lausanne, pourquoi non? Mais ça, c'était on a pressé le bouton là. Et après, ça tout de suite a commencé à Lausanne, non? Oui. Et ce mouvement s'appelait Lausanne Bouge. Et à Genève, beaucoup plus tard, mais c'était pas, c'est dans les 10 ans, ça se passait partout. On disait pas Zurich brûle, Lausanne bouge et puis Genève boit ou un truc comme ça. Il n'y avait pas un truc. Et c'était partout un peu différent, ces mouvements. Bah oui, à Fribourg par exemple, personne n'est descendu dans la rue, mais c'était quand même une inspiration de savoir que tu pouvais faire avec tes propres moyens, si tu avais l'énergie et puis l'envie, et puis une bande de potes, de créer quelque chose, de créer une synergie pour commencer un centre culturel, organiser des concerts et puis faire partir un club, quoi. Peut-être vous avez vu, il y a ce livre dehors, très joli livre sur les 30 ans de Frison. Non? Voilà, 30 ans. J'étais allé là-bas et qui a parlé cette soirée à Frison? C'était le président fédéral qui a fait... C'est lui qui a parlé. Ah, oui. Pour moi, c'était aussi... Berset, c'était une surprise. Ça veut dire, vous avez un centre, tu vois, de cette époque et maintenant... Le président Hollande, il vient 30 ans après et il parle et il donne beaucoup des fleurs. Il met beaucoup de fleurs pour ça. Ouais, je peux t'assurer qu'à l'époque, c'était pas le cas. Pour moi, c'était très bizarre. Pour les gens de Fribourg, c'était pas du tout bizarre. Non, mais parce que c'est des générations qui ont grandi aussi. 30 ans, c'est quand même beaucoup, tu vois. Oui. La Roté-Fabrique, on parle. C'est quelle année la Roté-Fabrique? C'est 80 ou 81? 81. 80. Frisson, c'est 83. Mais c'est direct inspiré par ce qui s'est passé là. C'est une espèce de boule de neige qui grossit et puis qui fait que ça bouge. Mais c'est vrai que nous, quand on voyait les images, moi je me rappelle d'un concert aussi, j'étais allé voir, on était frustrés parce qu'on devait toujours se déplacer pour voir les concerts, donc Zurich, ensuite Lausanne, mais Zurich on était allé avec quelques amis voir les Plasmatiques et puis ça avait dégénéré au 3 4e morceau, les gens avaient envoyé des cocktails Molotov, il y avait une frustration générale dans les concerts et puis après ça descendait dans la rue, ça cassait tout et puis ça c'est super que tu dis cette histoire. Vous connaissez ce groupe les Plasmatiques, ça vous dit C'était un petit peu une caricature de groupe punk, mais caricature c'est le bon mot, quoi. C'est-à-dire que il y avait une chanteuse, Wendy Williams. Elle était seins nus mais avec du gaffeur sur les seins. Oui, parce qu'elle était une prostituée. Avant. Ouais. Et il y avait des gens de Genève, de Lausanne, de Fribourg qui sont venus pour ce concert, pour voir le concert. Moi, j'étais part d'un groupe qui dit il n'y a rien à voir ce soir. On va casser la gueule de ce groupe et on a mis l'endroit en feu. Toi, t'étais de ceux qui ont... Oui, ah ouais, d'accord. Oui, exactement. Parce que c'était des faux punks en fait, c'était ça. C'était des faux punks. Voilà, c'était ça. Ils ont cassé sur le c'est toi. Ils ont mis beaucoup de télévisions, ils ont cassé les télévisions, mais ils ont les acheté tout de suite en avant. J'ai Foust, et moi j'étais part de ce groupe qui a tout cassé. Et c'était bien. C'était très bien. Ça me fait du bon encore aujourd'hui. Et après, aussi les dernières années, des gens qui m'approchent et disent
Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas à Zurich? On est venu là de Vevey, on voulait voir ce concert de punk, et vous étiez totalement folle. On pouvait rien voir, vous avez tout cassé tout de suite. Alors, pour beaucoup de gens, ils ont rien compris. C'est intéressant ce que vous disiez avant sur le fait que Bercet vienne. Bon, en l'occurrence, Bercet, son background n'est pas du tout rock'n'roll, mais il y a quand même un phénomène en Suisse. J'essaie aussi peut-être qu'on essaie de voir des choses qui peuvent peut-être aussi parler au public français. Mais par exemple, un truc frappant, la Suisse, avec son côté fédéraliste, etc., les pouvoirs sont assez décentralisés, et les personnels politiques n'ont pas grand-chose à voir. C'est pas le côté énarque, puis cette espèce d'ascension. Il y a beaucoup maintenant dans les personnels politiques en Suisse, plus à l'allemande, on va dire, des alternatifs et des verts et des gens comme ça qui sont arrivés dans les exécutifs et dans les commissions et dans la culture et beaucoup de choses comme ça. Donc il y a une espèce de côté plus périphérique de la politique, vraiment des gens qui sont sortis de l'alternative de ce dont vous parlez, en fait, votre génération. Bon, à Genève, c'est un bon exemple. Enfin, jusqu'à récemment, ce qu'on a appelé le ministre de la Culture pour Genève, c'était un ancien squatter, et c'était le fondateur de PTR, qui est Post-Tenebras Rock, qui était le principal opérateur du rock à Genève, dans l'usine, dans le milieu alternatif. À Zurich, une des concerts, je sais pas si c'est un concert d'État ou administratif, mais c'est une lesbienne, ancienne punk, du mouvement Zurich Brand. Donc il y a ça, en fait, en Suisse. Ça faut pas l'oublier, cette génération, Stéphane Escher, etc. Il y a des gens qui sont montés dans les exécutifs, et je pense que c'est assez particulier. Et puis, moi, ce que je voulais vous demander à partir de là, c'est est-ce que vous aviez à l'époque une différence de culture entre ce truc qui est très suisse aussi, les alémaniques qui étaient tournés vers Berlin, les squats, etc., et puis les Suisses romans qui étaient considérés plus latins, moins aptes à s'organiser, à gérer un petit peu, organiser la scène alternative. C'est un cliché, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Les Français qui viennent en Suisse, ils disent toujours « Ah, vous êtes tellement civilisés, il pourrait jamais y avoir des squats en France et tout. » Bon, c'est pas vrai, évidemment. Mais il y a un peu ce cliché. Les Latins, c'est le bordel, et puis les Alémaniques sont vachement plus Ordnung, et même un squat, c'est organisé. Et est-ce qu'il y avait cette différence par rapport à ce time-lapse entre le moment où c'est parti à Zurich et le moment où la Suisse romande a commencé à se bouger un peu les fesses aussi, à s'organiser? Oui, je te réponds, parce que les romans, ils allaient voir les plasmatiques à Zurich, mais les Zurichois punk, ils démolissaient le concert. C'était pas assez vraiment punk pour être accepté, tu vois, alors que pour nous, on se disait, allez, on va voir ce groupe, quoi. Donc, même à l'époque, c'était déjà comme ça. Nous, on a joué avec un batteur zurichois, les Jungos, Use Hichtan, pendant des années. Et lui, il était un petit peu dans cette scène punk hardcore zurichoise. Oui, il est copain de moi. Ouais, avant de rejoindre les Jungos. Mais il avait quand même une tendance à un petit peu être plus lâche, dans le sens plus lâcher prise que toi, tu vois. Et je crois pas que c'est lui qui a envoyé les cocktails Molotov contre les plasmatiques, quoi. Mais bon, bref, lui, des fois, il était coincé parce que nous on arrivait, ouais, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Puis il disait, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes copains punk si je fais ci ou je fais ça, tu vois. Tout d'un coup, il avait une espèce de rigueur de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, si t'es dans ce mouvement ou pas, parce que je pense que, voilà, à un moment donné, tu choisis ton camp. Et puis, c'est vrai que les romans, nous, on était beaucoup plus flous. Mais vous l'aviez, cette rigueur, vous, les gods. Vous étiez plus alémaniques. D'ailleurs, votre musique a été qualifiée aussi un peu de... Non, mais je peux te donner un exemple très concret. Et à un moment donné, on a dû décider si on allait jouer en Israël ou pas. Tu vois, c'était au sein du groupe, ça a bouillonné comme ça, justement, parce que Usé, lui, il disait non, moi jamais j'irai en Israël, la Palestine, tu vois. Et puis on s'est dit, mais attends, nous on fait de musique, on essaie. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on exclut les territoires? Il y avait tout un débat, que je comprends tout à fait. Mais mon argument c'était plutôt dans ces conditions, si je vais pas jouer en Israël, pourquoi est-ce que j'irais jouer par exemple aux États-Unis, tu vois? On focus là-dessus sur ce problème. Toute une histoire d'échelle de valeur qui est pas forcément la même, mais ça m'a fait beaucoup de bien de l'écouter parce que finalement on l'a convaincu, puis on est allé sur place, on l'a fait, puis on a remarqué que la vision qu'on a en tant qu'Européens de ce pays-là, elle est quand même hyper médiatisée, donc on se rend pas compte qu'il y a plein de gens sur place, et notamment les gens qui ont besoin de culture alternative et qui organisent des concerts, ils ont besoin de se nourrir de quelque chose qui leur correspond parce qu'ils sont contre ce qui se passe au
aussi, ils sont pour la paix, ils ont envie que ça change, etc. Donc quand Uzé l'a vu, il a aussi compris. Mais donc juste pour revenir à ta question, la rigueur, effectivement, nous ça nous impressionnait. Quand on allait justement à la Roté Fabrique, c'était déjà avant l'heure le végétarisme, le végétalisme, ou ceux qui mangeaient de la viande, mais c'était du cochon bio. On ne comprenait même pas le concept. Le cochon bio, ça ne nous parlait pas. Coca-Cola, on peut verser sur la terre. Ouais, tu vois. Donc on était effectivement les romans, ça a toujours été un peu. Il y a cette magnifique histoire où il y a le beau lac de Bâle, grand thème. C'est un peu la version suisse du groupe Au bonheur des dames, Voilà, c'est ça. ou Odeur, Ramon Pipin. Ils ont essayé de venir jouer ça devait être en 79 à la Roté Fabrique, et ils sont arrivés avec leur humour de Aldegard et leur chanson punk, mais les féministes zurichois l'entendaient pas de cette oreille, ils les ont virés de scène, enfin, très clairement. Pas d'histoire sexiste chez nous. En fait, ce qu'il y a, c'est que tout est assez relatif au fond. Quand nous, on venait de Genève jouer en France, on passait pour des gros durs, musicalement. On faisait du punk rock. Mais quand on allait jouer en Allemagne, on passait pour des petits sirops, donc. Là, c'était le gros métal et tout ça. Nous, on passait pour des petits légers latins qui tournicotaient autour du pot. En fait, c'est l'avantage, en fait, de faire ce genre de choses en Suisse. C'est qu'on est beaucoup plus ouvert aux influences. Ce qui fait qu'il y a en fait, les nouvelles musiques, elles atterrissent souvent en Suisse, d'abord. Très clairement, les premiers groupes parisiens qui ont joué en France, qui ont commencé à Genève, que ce soit les Berus ou les Négresses Vertes, ils ont d'abord commencé à jouer à Genève, plutôt qu'en France. Et du côté allemand, c'est un peu la même chose. Les premières vagues techno, le grunge, toutes ces choses sont arrivées en fait en Suisse romande avant d'arriver en France, parce que c'est l'influence allemande. Ce qui fait qu'on voit que sur ce tout petit monde, ce tout petit marché, on était très obligé d'être très ouvert aux différentes influences, même si ça allait contre le poil. On admirait la rigueur des Suisses allemands, mais on rigolait quand ils essayaient de twister, disons. Ça nous faisait beaucoup rire. Leur lourdeur intrinsèque faisait que ça nous faisait beaucoup rire. C'est bien. Bah ouais, bien. Mais par rapport à ta question, je voudrais quand même ajouter, personnellement, moi je suis français, donc j'ai été immigré en Suisse. J'ai grandi en Suisse, mais je suis toujours français en fait. Et moi, j'ai vécu les années 80 en tant que tout jeune musicien. Évidemment, j'avais 18 ans en 1980. J'étais réceptif à tout ce qui se passait. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose d'important en musique. Je voulais en faire partie, pas seulement en musique d'ailleurs, mais évidemment, mon truc, c'était la musique. Mais je le faisais vraiment dans mon coin. Et j'ai l'impression que dans les années 80, c'était quand même quelque chose. On parle là d'une grande communauté, mais moi au début, je la ressentais pas du tout. J'avais l'impression d'une espèce de refermement. J'allais faire de la musique dans une cave, tout seul. On pouvait commencer à enregistrer des choses tout seul. Il commençait à y avoir des machines où on n'avait plus besoin de personne. Et puis il y avait une espèce d'autarcie comme ça, de renfermement. Et ce qui s'est passé à Zurich, justement, ce dont tu as parlé, pour moi, ça a été vraiment une claque, quoi. Tout à coup, j'ai eu l'impression de relever la tête, de me dire, mais attends, mais il se passe quelque chose, et j'en fais partie, je suis musicien, je dois m'exprimer là. J'ai commencé, on a pu aller jouer à la Roté Fabrique, bien avant de pouvoir jouer à Genève, en fait, avec mes premiers groupes. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'effectivement, il se passait quelque chose et à agir, non plus seulement en bidouillant mes trucs dans mon coin, mais en relevant la tête, en allant voir, en allant participer, en allant manifester, et c'était vraiment le point de départ. Pour moi, ça a été une espèce de révélation. Alors, je ne sais pas si effectivement, du côté allemand de la Suisse, on était plus organisé ou plus efficace, mais en tout cas, personnellement, moi, ça m'a secoué. Et ça m'a fait me rendre compte de ce à quoi j'appartenais, en fait. Alors que il y avait, et je pense pas être le seul, il y avait quand même une espèce d'autarcie dans le début des années 80 où les gens faisaient des choses dans leur coin. Et il a vraiment fallu cette espèce de détonation pour que ça rassemble un peu, pour que la mayonnaise prenne.
Parce qu'en Suisse, on n'avait jamais une détonation. Non? C'était une situation, non? Les années 50, 60, 70, il n'y avait pas grande détonation en Suisse. Hein? Alors, pour moi et probablement aussi pour vous, ça c'était la chance de faire une fois, on voulait plus discuter, on aimerait, on était dans une façon d'être plus raisonnable. On voulait être pas raisonnable du tout. Ouais, l'action, Hein? ouais. Ça, hein? Alors, tu vois, les discussions, qu'est-ce que c'est une discussion, hein? Ça, c'est quelque chose qu'on choisit pas. Et en même temps, on avait aussi la chance, à Zurich, c'était un centre de dadaïsme, hein? Avec le cabaret Voltaire. Alors, beaucoup de musiciens, et aussi, à ce temps, c'était la musique, c'était l'art, c'était vidéo, c'était tout ces... C'était aussi une révolution, pas seulement faire avec les Molotov cocktails, c'était aussi une façon de le faire artistique. Je pense surtout à Genève, non? Vous avez fait des actions très spéciales en contexte avec comment on dit, des occupations, des choses comme ça. Ouais, c'était une ville humaniste. Hein. Y a pas le but, c'était pas la confrontation. Oui. Mais c'est ça qu'on a de la peine à s'imaginer, c'est que la Suisse c'est un pays de cantons. Et c'est pas un vain mot, c'est que la culture est essentiellement l'affaire des cantons. En fait, l'État fédéral ne doit pas s'occuper de ce domaine, du tout. Alors en fait, c'est dans la loi. Hein? Subsidiairement, elle s'occupe de choses comme le cinéma, parce que c'est pas possible de s'en occuper localement, mais au fond, c'est la responsabilité des communes, surtout, et des cantons. Ce qui fait que c'est un peu difficile à s'imaginer, mais il y avait un ministre de la Culture pour chaque petit État. Ce qui fait qu'il y aura un ministre de la Culture du Vercors, un ministre de la Culture de... Et ça donne quand même des résultats particuliers, c'est-à-dire que c'est dur de mettre en route une grande chose, mais localement, ça a mis beaucoup de temps à se développer parce que les élus locaux ne sont pas les plus progressistes. Voilà. Et je veux dire que les musiciens, nous avons fait, si on parle des musiciens, ils n'étaient pas vraiment dans une idéologiquement actifs, c'était pas les gens qui ont coordonné les choses, ils ont donné le son pour 10 ans. Ils ont donné des imaginés, des choses qu'on ne peut pas faire. Ils ont donné, comment on dit, le soundtrack pour les 10 ans. Ça veut dire qu'il y avait des 10 000 de jeunes gens dans tout le pays qui voulaient que ce pays change, qu'il y a des choses qui changent dans ce pays, non? Et moi, je pense, on a réussi, non? Ah ouais. Et si on parle avec beaucoup de gens de cette période, c'était une période pour beaucoup de gens très dure. Hein? Il y a beaucoup de gens que, si tu les vois aujourd'hui, tu vois, ils sont comme des vieux... Hein? Non, comme on dit, Altenkrieger, comme on dit. Les vieux guerriers. Le vieux commandant. On voit tous les marques, non, ils ne sont pas tous des crétins comme nous quatre. Hein. Il y a des autres qui sont vraiment durs, hein, non? Et on est heureux, non? Alors... On parlait de cette période alternative, on est beaucoup dans l'alternatif, mais bon, la musique, c'est aussi du business. Il y a des gens qui se sont intéressés au niveau international, donc là, je pars au-delà de la France, plus loin. Donc, des groupes ont commencé à être demandés ailleurs, à voyager ailleurs. Comment ça s'est passé, la sortie de Suisse? Pour les Young Gods, c'était... comment dire? C'était du bricolage, en fait. On avait notre répertoire, on n'avait pas beaucoup de facilité à trouver des concerts en Suisse, on en faisait quelques premières parties, mais en fait,
On s'était acheté un VW bus à la vente aux enchères de l'armée, un truc à 400 €. Et puis on avait mis des barres, on avait soudé des barres en métal sur les fenêtres parce voilà, c'était notre tourbus. Puis on était parti en Angleterre. Et puis là, on squattait chez des amis. Et puis on jouait tous les pubs qu'on pouvait jouer pour pas grand chose. Puis en fait, on avait mis les barres parce que le matériel restait dans le bus. Et puis un ou deux de nous, suivant le quartier, dormaient dans le bus pour pas qu'on se fasse piquer le matos. Donc c'était pas, comment dire, on avait cette énergie-là, on le faisait, mais c'était juste, comment dire, c'était viscéral. Donc c'est-à-dire que on en voulait. Et je pense que ça nous a permis, le premier single, il a été coproduit par justement un label anglais qui nous a vus dans ses pubs. Et il y a une bonne presse, et puis ça a fait après un effet boule de neige. Et en fait, c'est presque par l'Angleterre qu'on a eu une reconnaissance suisse après coup. C'est-à-dire que quand on a eu des articles dans les journaux anglais, il y a eu tout d'un coup un engouement en Suisse. C'est des gars de chez nous. C'est incroyable parce que c'est très difficile de sortir. Qui croit en un groupe suisse? C'est beaucoup trop isolé par rapport au reste de la carte d'où les choses se passent. Qui va miser sur un groupe qui vient de Suisse romande? C'était très improbable, mais en même temps, je pense que c'est cette cloison qui a fait que ça nous a aidé à savoir ce qu'on voulait. Et puis quand on s'est jeté à l'eau, justement, on est parti en laissant un peu tout derrière. Et ça a porté ses fruits dans ce sens-là. Après, on a eu des concerts en Hollande, en Allemagne, en France, un peu dans toute l'Europe. Mais c'était la reconnaissance par rapport à un groupe suisse en Suisse à cette époque. Donc là, il faut remonter à 85, 86. C'était pas facile, quoi. Il y avait ces exemples. Pour nous, les Young Gods, le meilleur exemple, c'était Yellow, qui sont vraiment nos grands frères, quoi. C'est-à-dire ils ont 5 à 10 ans de plus que nous, mais pour nous, c'était le premier exemple d'un groupe qui finalement, qui sans complexe fait une musique qu'il aime, et puis qui se retrouve tu peux l'entendre internationalement, parce qu'elle est de qualité, tout simplement, sans te dire je suis suisse, donc ça va pas marcher parce que les petits Suisses, ou toi le complexe que la suissitude peut avoir. Et Yellow, pour moi, il y a aussi ce phénomène. C'est intéressant, ce groupe, parce que finalement, il représente beaucoup de ce qui se passe culturellement en Suisse, à mes yeux. Le fait que, vu qu'on est morcelé en différentes parties linguistiques, culturelles, donc, on a cette espèce de notion du collage. C'est-à-dire qu'on a des influences qui viennent d'une part d'alémanique, d'une part de la France, d'une part de l'Italie. On a peut-être un niveau de vie suffisamment élevé à cette époque-là pour aller dans les magasins de disques qui font eux-mêmes des imports américains ou des imports anglais. Donc on peut découvrir des choses. On a accès à cette culture globale. Et du coup, on mélange bien ça dans le shaker, et puis ça donne ce que ça donne. Mais si tu prends Yellow, si tu prends les Young Gods, si tu prends d'autres artistes, on parlait de la vidéaste Pipilotti, qui sont des exemples aussi issus des années 80. Tu prends peut-être quelqu'un encore plus vieux comme Tinguely, qui fait ces fontaines que vous pouvez voir devant l'IRCAM avec son épouse Niki de Saint-Phal. C'est de nouveau une espèce de technique du collage, de prendre des éléments de récupération, d'en faire quelque chose de neuf. Donc il y a une identité, pour moi, ce serait la seule manière de décrire qu'est-ce qui est caractéristique aux artistes en Suisse, ce serait celle-là. Donc pour revenir à ta question, excuse-moi. Donc les frontières, c'était très difficile à l'époque, effectivement. Je pense que ça l'est toujours, finalement. Pour la musique électrique.
La musique électronique, je pense qu'elle a réussi, vu que c'est une musique beaucoup plus instrumentale, à faire son chemin globalement. On se soucie moins si le DJ ou le producteur il est suisse, il est français, américain. Mais dans tout ce qui est, disons, chanté ou rock ou de tradition orale, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de groupes en Suisse, par exemple, qui s'acharnent à faire du Britpop et qui n'y arriveront jamais parce qu'en Angleterre, il y a des centaines de groupes qui ont un meilleur niveau puis qui sont Britpop, puis point à la ligne, quoi. Voilà, donc si tu t'enfonces le clou dans la direction où toi, de ce que tu fais par rapport à... sans les concessions, justement, de penser à un marché et tout, c'est toujours possible, mais c'est... C'est vrai que sortir, c'est une question tout à fait cruciale pour cette époque, c'est-à-dire sortir des frontières. Comment? On a tous eu des dealers. On a tous rencontré des gens, cherché à rencontrer des gens qui savaient ce qu'ils faisaient ou comment le faire, parce que cette tradition, il n'y avait pas chez nous. On a rencontré des managers. Chez nous, on disait aussi, en allemand, on dit, der eigene Künstler im Land ist nichts wert. Ne? Ouais, Alors, nul n'est prophète en son pays. Ça, on disait chez nous. Alors, mais on a rencontré des dealers qui nous ont montré aussi comment sortir. Chez vous, Laurence, typiquement, des gens qui connaissaient des chemins, qui connaissaient des gens, qui savaient aussi comment utiliser un studio. On a eu aussi des parrains qui venaient d'une autre culture anglo-saxonne, pour qui c'était normal comment enregistrer un disque, comment faire du rock, qui chez nous n'avaient pas cette tradition. Et tu vois, aussi ton simple, les Yellow. Les Yellow, ils sont partis en Amérique. C'est Ralph Records qui a sorti le premier disque. Pas le premier. Le premier, il était sorti en Zurich. Hein. Le 45 tours. Oui, et après, ça veut dire les Yellow, ils avaient cette reconnaissance en Amérique. Hein, ce concert les gens qu'ils ont fait au Roxy, non? Alors ça veut dire cette musique était devenue populaire au grand à l'étranger et après c'est devenu populaire en Suisse. Hein. Il y avait seulement peu de gens qui connaissaient ce groupe à l'époque. Et bien sûr, ils ont presque jamais joué des concerts live. Hein. Non, parce qu'il y a aussi beaucoup de groupes qui étaient connus dans les années 80 en Suisse, comme beaucoup de groupes qui étaient connus dans les années 80 en France, dont personne n'a jamais entendu parler en dehors des frontières aussi. C'est un autre monde. Les gens qui font du rock en suisse-allemand, dans l'idiome du pays, en dialecte, ils sont très populaires dans le pays, mais effectivement, vous n'en entendrez jamais parler. Donc, ça, c'est une autre... C'est un autre pan de la culture. Oui. Ça vient aussi des années 80, ça n'a pas le même effet international, mais au fond, c'est une espèce de découverte de soi-même. Pour finir, de qu'est-ce qui fait le vibe du coin. Et c'était très important aussi pour la Suisse alémanique de chanter la première fois dans ta propre langue. Hein. Ça veut dire, on avait, tu vois, la musique folklorique, non, le yodel, toutes ces conneries-là. Hein. On n'aimerait pas chanter les mêmes chansons que notre parents ou grands-parents. Et après, il y avait des groupes qui ont chanté dans notre dialecte, peut-être en allemand, et ça, c'était devenu notre folk music. Hein. On a commencé à créer une musique pour une génération de maintenant. Ce qui se disait sur ces chansons, c'était quelque chose qui nous touche. Non? D'ailleurs, il y a eu une seconde révolution à Zurich. Laquelle? Je suis totalement... Non, il y a une manifestation où des voitures ont brûlé après un concert. Et en fait, c'était après le dernier concert des Berruriers Noirs. Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi un groupe local d'ici, si on veut, et qui ont eu le même genre de discours que Bob Marley à l'époque, et qui à Zurich, à la sortie de leur concert, il y a 2000 personnes qui sont précipitées dans la rue, puis ont commencé à brûler des voitures. Il y aura toujours cette aspiration, j'imagine,
à faire tomber les murs ou les barrières. Et c'est simplement des épisodes qui le permettent tout d'un coup. Je n'ai pas l'impression. Il y a plein de choses qui ont été inventées par cette génération, et c'est souvent des gens qui étaient actifs dans ce milieu, qui ont été actifs après dans la vie, mais fondamentalement, moi, je n'ai pas l'impression qu'on a révolutionné grand-chose pour finir. Il faut quand même dire ce qui est. On a inventé des nouvelles façons de dire les choses, mais au fond, on a. Je ne veux pas dire qu'on n'a rien inventé, mais on n'a pas tout changé non plus. Non, bien sûr, non. De loin pas. De loin pas. Si on veut aujourd'hui, les choses changent beaucoup plus vite au niveau de l'industrie de la musique, des supports. À l'époque, on était content de casser les barrières parce qu'on étouffait, mais à part ça, on n'a pas. Non, mais les lieux actuels, ils ont aussi énormément de problèmes à subsister. Ils doivent toujours se battre. Les problèmes restent les mêmes. Mais n'empêche que, si tu veux, à cette époque-là, il n'y avait même pas ces lieux. C'est-à-dire qu'il y avait aussi au niveau discographique, les labels, tu parlais du management, tout ça, c'était des choses il fallait qu'on le fasse nous-mêmes. On devait créer ces choses nous-mêmes parce que, voilà, on avait des références, mais elles n'étaient pas sur place. Mais la problématique des lieux alternatifs, par exemple à Genève, elle est la même maintenant qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits qui ferment parce qu'il y a un redurcissement, c'est jamais pour acquis, mais n'empêche que je pense que c'est clair qu'on n'a pas. C'est une petite révolution quand même, parce qu'on a réussi à faire que cette sculpture elle ait lieu, mais je pense que c'est toujours un peu précaire malgré tout. C'est-à-dire qu'on a surtout réussi à faire que cette culture se fasse sur place, parce qu'en fait, dans une ville comme Genève, comme dans beaucoup de villes françaises, on devait quitter. Si on voulait faire quelque chose dans ce domaine, il fallait aller ailleurs, premièrement. Parce qu'il n'y avait pas la place pour faire ça, il n'y a pas ce métier ici. Va à New York, va à Paris, va où tu veux, mais ici, c'est pas possible. Alors ça a beaucoup changé. On se disait, mais pourquoi on doit partir pour mal survivre quelque part où on ne peut pas faire de toute façon ce qu'on veut. Donc ça, c'est pour moi la plus grande différence, c'est que tout d'un coup, il ne s'agit pas de partir ailleurs pour faire ces choses, mais on reste chez nous le faire. On n'a qu'à le faire New York ici, en gros. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas à Genève, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas partout en Suisse, à Genève. Peut-être que il y a un petit retour de bâton, j'en sais. Mais les années 80, c'était faisons-le nous-mêmes et on reste ici pour le faire. Ouais, mais maintenant on est quand même une génération de vieux, c'est-à-dire que tu vois, je veux dire, on n'est plus dans la course, dans le sens où si tu veux, si cette culture correspond plus à une certaine jeunesse, ben c'est quelque chose doit changer. Mais n'empêche que ça correspondait à la nôtre à l'époque. On avait besoin de ça, ça s'est passé, et puis on a revendiqué ça, puis on a fait en sorte que ça se passe. C'est quand même ça, pour moi, qui est admirable dans ce sens-là. Oui, mais c'était une réaction aussi à une industrie qui était omnipotente et omniprésente. Les choses ont beaucoup changé à ce niveau-là. Mais tu veux dire quoi, que l'industrie n'est plus omnipotente, et puis c'est-à-dire qu'on ne sait plus contre qui se battre, en fait. C'est plus difficile de savoir qui est le bad simple, guy. Ouais. Là, c'était très simple. Hein, je veux dire, il fallait passer ça. C'est une vraie question. Parce que à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas cette mondialisation des échanges aussi grands, de l'art aussi, il a fallu, peut-être c'est ce que vous étiez en train de dire, mais il a fallu créer dans sa petite sous-préfecture, chacun dans son canton, dans sa ville, une scène, quoi, tout simplement. Avant, on regardait sur New York, sur Paris, sur Londres, sur Berlin. Tout à coup, on s'est dit, merde, Zurich, Genève, Fribourg, ça peut être des équivalents. Et c'est vrai qu'il y a eu, en fait, c'est ça, les années 80, c'est ce foisonnement d'avoir pris les rênes, d'être devenus des opérateurs, des producteurs, des curateurs, des artistes, chacun dans son petit spot, dans son petit canton. Alors qu'avant, on regardait sur les quelques grands pôles prescripteurs. Et donc, maintenant, ça c'est fait. Donc maintenant, c'est vrai que ce qu'on voit, ce retour de bâton dont vous parliez, il y a une génération qui maintenant est peut-être moins le feu pour créer localement quelque chose, parce que il suffit de prendre, je sais pas, EasyJet, et puis d'aller à une expo, et puis d'aller s'installer à Berlin, maintenant tout est mondialisé. Qui va maintenant à Genève ou à Fribourg se casser le cul contre les autorités à recréer une friche, tous ces trucs qu'on a fait, vous avez fait dans les années 80?
Donc, mais c'est un vrai problème, puisque du coup, il y a quand même, les gens habitent encore quand même dans des villes, et dans ces villes-là, il n'y a pas forcément une relève, ou alors on est dans ce nouveau mouvement qui est de faire des partenariats publics-privés et d'être beaucoup plus dans la négociation et de plus occuper et de plus le faire à la punk en fait, mais de négocier, d'autant plus qu'on négocie avec des anciens alternatifs qui sont ce qui est à double tranchant parce qu'ils savent très bien comment ça se passait, donc ils vous voient arriver loin à l'avance. Donc s'ils sont pas d'accord, ils savent comment vous manipuler, et puis être d'accord ils peuvent pas puisque le marché, la gentrification, tout ça fait que tout est balisé quoi. Il y a plus moyen de se saisir d'espace. Donc soit on va vous les donner, mais enfin l'excitation est plus la même, et puis est-ce que les gens sont motivés à le faire? Ah, ça c'était pas une question. Non, c'était pas une question. Et puis un post-scriptum par rapport à la question tout à l'heure sur l'export, il y a quand même un fait, c'est que le fait qu'on ait trois langues ou 4 même en Suisse, et que quand on se parle avec les Suisses allemands, souvent c'est, quand même, faut bien le dire, pour la plupart du temps c'est en anglais. Les groupes, beaucoup ont chanté en anglais, la plupart de ceux qui défilent. Donc l'export était tout vu, quoi. Je veux dire, les Français, ils ont eu Téléphone, Noir Désir, c'était le rock français, quoi, le rock alternatif, Beru. Ils ont mis. Maintenant, vous avez des groupes électro, matrock, machin, tout ça, et tout le monde chante en anglais. Ça s'est totalement décomplexé. En France aussi, la plupart des groupes. Non, je dis en France anglais, hein. maintenant. Mais à l'époque, il y a eu le rock français qui est très fort, un marché intérieur, les quotas à la radio, tout ça. Donc il y a eu le rock français, la pop française. Mais en Suisse, en fait, à quelques exceptions près, tous les groupes qu'on connaît, emblématiques, Young Gods, Celtic Frost, n'importe quoi, et tout, enfin, ils ont tous tourné en anglais, quoi. Yellow, évidemment, aussi. Donc avec l'anglais, vous aviez la carte, le passeport pour aller jouer à Londres, à Berlin, à New York, à Zurich. Je citerai un groupe français, les Tugs, il y a toujours une exception, d'Angers, qui disait nous on chante pas en anglais, on chante en rock. À l'époque, c'était un peu égal. Il ne s'agit pas de faire de la littérature, il s'agit juste. Mais l'anglais était la langue du rock. D'ailleurs, c'était même pas vraiment de l'anglais. Là, nous, on a souvent pensé, tiens, on pourrait chanter en français, ils pourraient chanter en allemand, tout ça, ça fait pas beaucoup de sens, tout ça, parce que les Suisses allemands, en fait, quand ils parlent avec les Romans, les francophones, ils préfèrent parler en anglais qu'en allemand, parce qu'ils détestent l'allemand. C'est des Suisses allemands, ils parlent un dialecte. Donc, en fait, ils préfèrent déjà, avec nous, parler l'anglais. Donc, au fond, tout ça, on fait 20 km, et puis c'est une autre langue chez nous. Hein, donc, la discussion, elle est plutôt avec on n'avait pas beaucoup d'exemples sous la main, localement. Et c'est ça, en fait, qui était peut-être le plus difficile. Il n'y avait personne qui savait comment il fallait faire avec tout ça. Quand on grandissait à Londres et qu'on avait un oncle qui était guitariste dans les années 60 et qui avait un ampli, machin. Voilà. Maintenant, la génération d'aujourd'hui, à Genève, par exemple, elle a ce genre de références, de contacts, de studios, de gens qui savent. De ça. Enfin, il y avait une espèce de vide générationnel à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on allait chercher des parrains peut-être ailleurs, ou des gens qui avaient vécu d'autres choses ailleurs et qui savaient comment ça se faisait. C'est cette connaissance-là qu'on ne pouvait pas chercher sur Internet. Il fallait trouver des gens, rencontrer des gens. Nous, on avait rencontré un type qui avait grandi à Genève, mais qui avait grandi ensuite plus tard à Londres et qui avait formé un groupe à Londres, Robin Wills. Et il savait comment on enregistrait dans les années 60 des groupes et il avait fait la même chose dans les années 80. Donc on a été chercher un petit peu sa science qui nous manquait sur place parce qu'on n'avait pas de parrains locaux. D'ailleurs, il y avait des gens qui faisaient du rock'n'roll à l'époque, mais quand même toutes mes idoles genevoises, suisses des années 70 sont mortes quand même d'overdose avant que j'ai atteint l'âge de la majorité. De fréquentation. Je les ai pas assez fréquentés. Est-ce que vous pouvez dire 2-3 choses sur les rapports entre la musique et l'aspect visuel de la musique? Parce que là, en fait, vous voyez moins, mais derrière vous... oui, c'est moi. Voilà, il y a les pochettes de disques qui défilent. Et il y a quand même pas mal de... c'est Rémi de Eugen. Il y a quand même pas mal de connexions. Il y a quelques années, nous avions ici, à votre place,
Biche Corriguer et Jacqueline Burkhardt, les cofondatrices de la revue Parquet, qui discutaient avec Stéphane Eicher et qui nous expliquaient qu'en fait, ils avaient commencé ensemble aussi dans cette même année 1980. Ils s'étaient connus autour d'une photocopieuse, parce que les deux faisaient des photocopies, pas pour les mêmes raisons. Et donc, c'était la naissance d'une des plus importantes revues d'art internationales et la naissance d'une des figures de la musique la plus internationale aussi de Suisse. Cette même Biche Corriguer, en 1980, avait organisé cette exposition Zaus und Braus, et il y avait la partie visuelle, avec des artistes de l'époque, et il y avait une partie concert. Ça faisait partie d'un même contexte. On peut citer Peter Fischli, qui a fait plusieurs pochettes de disques, ou flyers, ou posters. Et puis même dans les lieux, la Roté Fabrique, il y a une partie concert, il y a une partie exposition. Frisson à Fribourg était très proche de Friard à Fribourg, donc à la fois la salle de concert et la Kunsthalle, le centre d'art contemporain. Et puis l'usine, même si c'est d'abord un lieu pour la musique et un débit de boissons, dès le début, il y avait quand même une présence de l'art contemporain. Donc, oui, même si elle était très très chaotique, elle s'est structurée dans un deuxième temps, bien sûr. Mais voilà, est-ce que Lurker ou Franz, oui, j'ai un projet que je travaille maintenant. J'ai déjà parlé avec Alain aujourd'hui. C'est mon futur livre. C'est sur l'histoire du rock en Suisse. Et ça commence en 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et le graphisme en Suisse, il a une tradition très forte, non? Ça commence en contexte avec la musique dans les années 30 avec le jazz. Ça veut dire à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans quelques endroits en Suisse, dans les petites caves, qui ont entendu le jazz, et c'était souvent des gens artistiques, des gens qui travaillaient dans le graphisme. Et là, ça commençait à ce mélange entre l'art ou le graphisme ou le design et la musique. Et moi et notre copain Samu Metal, qui travaillait avec les deux livres aussi, qui est spécialiste sur le rock suisse de toutes les époques, on a un schatz, comment on dit, schatz? Un trésor. Un trésor visuel sur la musique rock des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et avec des grands artistes, par exemple Monsieur Giger, vous connaissez tous, non? Hans-Rudi Giger, qui a créé le Alien, qui était aussi dans un mouvement du rock dans les années 60. Alors j'ai découvert beaucoup de dessins qu'il a fait en contexte avec la musique rock, krautrock, blues rock à l'époque. Des autres, partout j'ai trouvé des pochettes, des affiches très intéressantes. Et ça c'est mon prochain projet que je travaille depuis un demi-an déjà, et j'ai l'impression que ça intéresse aussi des gens dehors de la Suisse, parce que ces artistes, cette visualisation, c'est très fort, hein, c'est très fort. Alors, juste pour rebondir sur Image, il y en a une qui est passée juste avant, pendant que tu parlais derrière, c'est un éléphant de face, sans groupe. Qui est le groupe derrière? Elle est passée il y a 3 minutes. Un éléphant. Un éléphant, un dessin d'éléphant. C'était une affiche ou une pochette? C'est passé juste là. Carré. Alors c'est une pochette. Éléphant, c'est difficile, il y a 1500 là-dedans. C'est un dessin d'éléphant ou une photo? C'est une question. Dessin. C'est une question qui revient. C'est une question qui revient souvent avec le graphisme. Je n'ai pas vraiment conscience qu'on pensait particulièrement au graphisme d'un disque avant d'en faire la musique, mais ça restait en tout cas dans les choses à découvrir. Il n'y avait pas vraiment de output possible pour
Mais vous avez, toi, les maniaques, vous avez un... Oui, je sais. On a fait des rencontres et on a travaillé avec des gens, mais au fond, on n'avait pas forcément conscience, en tout cas nous de notre côté, de créer quelque chose graphiquement de cohérent. Par contre, ces gens-là faisaient du dessin comme nous on faisait de la musique, c'est-à-dire qu'ils voulaient découvrir des nouveaux terrains avec ce qu'on leur laissait pas faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, ce qui se faisait pas. Chez les maniaques, c'était Dirk Bonsma, et il est part de mon nouveau livre parce qu'il est excellent. C'est un peintre bernois qui faisait des dessins psychédéliques, mais je veux dire depuis les années 70. On avait une communauté d'esprit avec cette personne. Nous, on ne réfléchissait pas à la forme graphique, parce que le graphisme, ce n'était pas l'expression de notre marketing. Comme c'est peut-être aujourd'hui le cas, où on fait une image pour vendre le disque. C'était pas ça du tout. C'était une espèce d'aventure qu'on faisait tous ensemble. Ah, toi, tu as aussi quelque chose à dire dans ce contexte. Ou à ce niveau, vas-y, on est sur la même longueur d'onde, plutôt. Parce qu'en fait, on n'avait pas de message visuel. En fait, on n'avait pas de message du tout, très clairement. Parce qu'on voulait faire ces choses-là. On avait envie de ces choses-là et que ça manquait. Des disques quelqu'un qui achète des disques dans les magasins de disques. Alors, si tu vas dans un magasin de disques et tu vois une pochette, tu ne connais pas le nom du groupe, mais tu vois la pochette et tu trouves c'est attractif, ça se dit quelque chose. Tu peux sentir la musique et dans ce disque, tu vas là probablement acheter, non? Mais j'ai pas de souvenir de ça déjà. D'avoir vu une pochette qui me donne envie d'aller écouter le disque. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il faut le dire plus fort. Plus fort pour moi. Non, mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu une pochette qui m'attire et qui me fasse écouter un disque. Et en général, quand je vais dans un magasin, je sais déjà ce que je vais y trouver. Ok. Bah, c'était autrement avant. Moi, je faisais partie de groupes dont certains membres étaient des étudiants en art et qui, en fait, avaient une conception visuelle aussi de ce qu'on faisait. Et donc, on faisait nos pochettes nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que, voilà, eux, ils faisaient des films, des photos, et ils avaient une idée d'un prolongement visuel de la musique qu'on réalisait. C'était naturel pour eux, mais pas pour moi. Moi, j'étais vraiment uniquement musicien. Mais j'aurais voulu ajouter, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, un truc que j'avais envie de dire et que j'ai pas réussi à placer, mais quand on se battait dans le début des années 80, effectivement, c'était pour avoir des lieux où s'exprimer, mais c'était aussi pour faire venir des choses de l'extérieur qu'on avait envie d'entendre, parce que les choses changeaient, justement. On avait envie de les voir, on avait envie de les entendre, et en fait, les structures n'étaient pas adaptées. On pouvait aller voir Queen, si on voulait, mais on pouvait pas voir DC ou Section 25. Et les lieux n'existaient pas. Ils ont finalement fini par exister. Et puis, comme disait Franz, effectivement, on avait un grand accès à la culture parce qu'on pouvait obtenir les disques et les imports qu'on voulait. Par contre, pour voir cette musique, c'était tout un problème. On pouvait pas. Et puis, petit à petit, on a pu, parce que justement, la Route et Fabrique, et puis le Frisson, et puis des lieux adaptés à cette musique-là ont commencé à exister. Et puis, en plus, ça retombait sur nous, parce que non seulement on pouvait les voir et les entendre, mais aussi on pouvait jouer, on pouvait faire leur première partie. Moi, les premières fois que je faisais des concerts, c'était souvent en première partie de groupes anglais ou américains qui me donnaient la possibilité, justement, d'aller jouer dans un lieu... Comment ? Et de les rencontrer. Voir comment ils faisaient. Effectivement. Savoir ils avaient cette connaissance de comment on fait un concert, comment on obtient cet effet, comment on enregistre un disque, comment leur disque qui sonne tellement bien et puis là ça sonne comme enfin je veux dire il y avait toute cette connaissance qui venait de plusieurs générations en fait. Peut-être j'aimerais poser une question par rapport à c'était un peu aussi la question, enfin j'ai l'impression qu'on tourne autour mais qu'on n'arrive pas vraiment c'est le lien entre art contemporain et musique rock ou pop en fait qui est maintenant beaucoup plus évident et j'ai l'impression qu'en fait ce que vous dites ou dites pas, c'est qu'effectivement ce lien n'existait pas vraiment. Parce que moi, en fait, j'ai un petit peu travaillé sur l'émergence de la scène alternative à Genève là, depuis quelques mois, années, puisqu'on sort aussi un bouquin sur la scène genevoise. Et en fait, on a finalement compris, mais on a mis un moment avant de le comprendre, qu'il n'y avait pas de perméabilité entre ces milieux. C'est-à-dire que le centre d'art contemporain,
organisait des concerts de no wave, de trucs new-yorkais, voilà, de ces gens qui travaillent avec l'art, avec la photo, la vidéo, donc le lien Sonic Youth, Richard Kern, enfin tout ça, Arto Lindsay, Mark Ley aussi, enfin ça venait au Centre d'art contemporain, et il y avait les rockers, le côté destroy, on veut boire, on veut foot, on veut du rock, on veut les caves, machin. Et en fait, les deux milieux se fréquentaient pas vraiment. Et Fabrice Gigi a fait une fois une expo, une seule, au Bouffon, où Pété organisait quelques concerts. Oui, mais... Et en fait, on a parlé avec des rockers qui disaient bof, pas trop, et puis des gens de l'art qui disaient ouais, on écoutait du rock, enfin on écoutait, parce que New York, ça nous branchait, ce côté post-punk, no wave. On voyait cette friction de ces milieux, mais en fait, chez nous, ça se passait pas vraiment. Donc, on n'allait pas. Fabrice Gigi était probablement à tous les concerts des Young Guns. Ouais, non, des Young Guns, bien sûr. Il a probablement organisé la moitié des concerts. Mais parce que les Young Guns, pour moi, justement, sont à part, parce que pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est pas, je dis pas en tant que fan, mais il était à tous les concerts de Copulation. Il les a organisés probablement. Bien sûr. Donc, si Copulation n'était pas une influence pour l'art de Fabrice Gigi, je comprends pas. Mais c'est rare. C'est un exemple. C'est peut-être un exemple justement, une exception qui explique la règle. C'est que ce côté art plastique et rock à Genève, en tout cas, était assez peu en lien, beaucoup moins que maintenant. Le leader des Disco Holocaust allait au Centre d'art contemporain. Absolument. Puis après, elle n'a pas arrêté d'en faire. Je veux dire. À Fribourg, il y avait plus. C'était plus lié parce que la scène était tellement petite que quand il y a Michel Ritter qui s'est occupé du centre culturel suisse pendant bien des années, il avait cette ambition de créer un centre à Fribourg qui se serait appelé Friard, et c'est en même temps que le Frisson, donc il y avait ce truc avec Fribourg, Frisson, Friard partout. Et la première fois qu'il y a eu à Fribourg une exposition d'art contemporain in situ, c'était si je me trompe pas, en 81. C'était dans un ancien séminaire désaffecté. Et puis, moi, je faisais partie d'une équipe qui était chargée d'organiser des concerts tous les week-ends dans la chapelle. Donc, il y avait déjà cette volonté. Puis, il y avait des sélections vidéo, des trucs new-yorkais. Il y avait plein de choses. Donc, c'était très lié à Fribourg. Ouais. À part ça, c'est juste de revenir sur une réalité donc d'aujourd'hui. Vous parlez du passé, mais le présent est le même. On est assez bien placé ici au Centre culturel suisse. On voit des publics, on fait des choses dans différents domaines. Les publics se mélangent toujours très peu. Ça reste des exceptions. Ça, c'est une réalité. Sociologiquement, je pense qu'il n'y a que les gens les plus curieux qui tu vois, je veux dire, c'est juste une histoire de curiosité. Les gens les plus curieux, voilà. Il y a un autre montage là qui va arriver dans un instant, mais qui est un montage image et son. Mais avant ça, je voulais venir vers une question directement Young Gods cette fois-ci. Vous allez rejouer demain donc les concerts des 2 premiers disques. Ouais. Donc vous les avez joués à l'époque. C'était à quelle époque C'est 87-89. Là, vous les avez déjà rejoués, donc les concerts ont eu lieu en Suisse et en Tchécoslovaquie, sauf erreur. Voilà, c'était en fait les 25 ans du premier album l'année passée. Donc on les a vus en Suisse. Moi, je me rappelle, je l'ai vu à l'Euroté Fabrique, c'était impressionnant le moment où ça bougeait. Comment vous avez senti cette réaction en vous rappelant à l'époque, maintenant? Bon. De toute façon, c'est clair qu'en 25 ans, on est tous des gens qui changeons. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la musique, effectivement. Au début, j'étais assez, je pense que des 3, j'étais celui qui était le plus sceptique de voir, parce que effectivement, les textes, c'est peut-être plus personnel. À quel point j'avais changé en ces 25 ans. Et je sais que Bernard, je parle pour toi, mais je me rappelle que tu disais toujours que Bernard nous accueillait, les Young Gods, quand il n'était pas dans le groupe, on répétait dans son local. Et il a même été ingénieur du son au tout début des Young Gods. Et il y a une anecdote assez marrante, c'est que quand notre premier batteur a quitté le groupe, c'était très peu de temps après que le groupe existait, je crois que ça faisait 2 ans qu'il était là. On a demandé à Bernard de nous rejoindre, et puis en fait il pouvait pas parce qu'il avait des contrats, des engagements avec une compagnie de danse.
Et puis un de nos meilleurs potes communs lui a dit mais t'es trop con parce qu'un truc comme ça t'arrivera jamais 2 fois dans ta vie. Et quand c'est arrivé en 97, quand le deuxième batteur est parti, on est revenu demander à Bernard s'il voulait nous rejoindre. Et puis il est retourné vers notre pote commun. Puis il dit tu vois, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Donc ça c'est très drôle. Mais pour revenir à la question, ce qui est intéressant de voir, c'est cette énergie qui était là en 87, qu'est-ce qu'elle a encore comme place maintenant? Donc, c'est pour nous, effectivement, on fait ça. C'est une histoire, disons, temporaire. C'est pas une musique d'avenir, on dira ça comme ça. Mais on a trouvé ça. Il y a encore un concours de circonstances aussi, le fait que Cesare Pizzi, qui était le clavier et co-compositeur sur ces 2 premiers albums, est entre guillemets de retour à la musique après 20 ans d'absence. Donc du coup, ça avait du sens. Cet album, on veut le rééditer, c'est les 25 ans. Les Jungles actuels, c'est-à-dire la version 2011, elle est un peu en stand-by, on dira ça comme ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Donc, faisons-nous plaisir et puis essayons de partager ce plaisir avec des gens qui nous connaissent, mais qui n'ont peut-être pas forcément vu ces concerts avec cette formation, parce que c'est vrai que les premières fois qu'on jouait à Paris, c'était devant 30-40 personnes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont pas vus. Effectivement, on a eu une reconnaissance après peut-être le 3e album plus conséquente. Donc pour nous, c'est une histoire de oui, il y a un plaisir musical, il y a une commémoration, et puis voilà, on sait que c'est pas une musique d'avenir, mais c'est quand même intéressant de voir et de montrer d'où on vient. Et comment avez-vous senti les retours de ça du côté du public? Je préciser que c'était aussi en connexion avec la sortie du livre Été en Danach. Ils nous ont demandé, quand le livre est sorti, de jouer pour les vernissages. Et puis ça avait du sens, effectivement, d'autant plus que le livre parle de cette période où ces disques sont sortis. Donc il y avait une espèce de concordance entre Cesare qui revient aux affaires, comme il dit, ce livre qui sort, et puis nous qui sommes un groupe encore en activité, mais qui, du coup, pouvons nous concentrer sur la musique qu'on faisait à cette époque. Enfin, qu'il faisait, parce que moi je ne faisais pas partie du groupe à l'époque. Donc moi j'étais hyper enthousiaste, évidemment, parce que ça me permettait de la faire. Et je pense aussi une autre chose, c'est... Moi, je sors toujours des livres, quand je pense, c'est quelque chose dans l'air, que les gens, ils aimeraient savoir ou entendre. Par exemple, ce livre, on a fait 3500 copies, on les a vendues dans 1 mois et demi. Ça veut dire, dans 45 jours, on a vendu tous les livres. Hein. Et moi, je trouve, pour un livre qui vaut 60 balles, je pense, qui se vend tellement vite, hein, et ça veut dire on a vraiment touché quelque chose dans le moment juste. Hein. Si je suis venu avec ce concept, par exemple, Franz, si je te demandais il y a 10 ans, avant 10 ans, tu peux me dire peut-être, tu disais tout de suite, non, j'ai pas envie du tout de faire ça, non, au moment. Je pense que c'était un peu... Et c'est un mouvement international, non? Vous savez bien, il y a plein de groupes de l'époque, de partout du monde, qui se reforment, qui sortent les vieux disques, qui font des concerts. C'est presque tout le monde qui existe encore. Oui. Alors, moi, je continue maintenant en suisse allemand. On peut encore prendre 2-3 questions, mais juste pour votre information, en fait, il y a un montage image avec son qui est prévu et qui dure 45 minutes. Donc vous êtes évidemment cordialement invité à rester. On va exceptionnellement, je pense, autoriser l'accès à la salle avec des boissons pour cette séquence. Parce que, donc voilà, juste pour que vous sachiez que il y a de quoi faire encore. Oui, j'aurais une question vis-à-vis de la différence entre la scène un peu en France actuellement et dans les années 80 et en Suisse.
En fait, la situation est assez dramatique encore. Hein. Enfin, les derniers squats de Paris sont en train de fermer, à Amiens c'est pareil, etc. Et à l'intérieur de certaines pochettes de disques genre What's Wrong With Us, je ne sais pas si vous connaissez, de Genève, il y a soutien de la culture de Genève. Et c'est un truc c'est peut-être un exemple, mais ça m'a frappé ici, ça n'arriverait jamais. C'est des productions avec des gens qui vendent prix coûtant, des fois des milliers de disques. Mais il y a un soutien à la culture locale en Suisse. C'est clair. Les What's Wrong With Us reçoivent de l'argent de l'État de Genève, très clairement. Ça ne les empêche pas d'être critiques. C'est un bien que ça fonctionne comme ça en Suisse. Mais il faut quand même voir que, vu la grandeur du marché en Suisse francophone, c'est 1,5 million de personnes, il est exclu de pouvoir produire quoi que ce soit en Suisse romande s'il n'y a pas une aide de l'État. C'est pas vrai, je suis pas d'accord avec toi. C'est comme ça que ça marche, en tout cas. C'est comme ça que marche l'exception culturelle française aussi en France, par rapport au reste de l'industrie. Il y a un soutien assez neutre des autorités par rapport à la culture, en tout cas depuis les années 80. Voilà, la culture en général, oui, mais c'est vrai que dans le rock, c'est que franchement, ça n'a pas été comme ça depuis toujours. Hein. Depuis toujours, non. Non, moi je me souviens, je crois que nous on était un des premiers groupes pop-rock à être considéré pour une aide à une tournée. Avant les années 80, c'était pas le cas, effectivement. Avant, c'était pas du tout considéré comme une culture. Maintenant, c'est très différent, mais il y a beaucoup de gens... D'ailleurs, tout ce qui était soutenu par l'État de Genève en rock à cette époque, c'était soutenu par les affaires sociales, pas par les affaires culturelles. Non, mais c'était pas considéré comme de la culture, c'était pour les gogoles de service qui voulaient faire du bruit, alors on les aidait un peu. Mais tu avais aussi ça comme de la culture. Tu avais quand même aussi la frange dure de, par exemple, des punks zurichois qui voulaient pas du tout avoir affaire avec un soutien quel qu'il soit des autorités, de montrer que tu es indépendant, point à la ligne. Et ça, tu vois, par exemple, nous, les Ignots, c'était aussi comme ça au départ. Par exemple, ce livre, le premier punk, c'est fait par cette façon. Il n'y a pas d'aide, personne n'a payé quelque chose, personne n'a gagné quelque chose. On a fait ça dans l'esprit de punk, tout à fait. Tout le monde, il y avait des 200, 300 personnes qui ont travaillé dans ce livre. Il n'y a pas Pro Helvetia, centre culturel suisse, personne qui nous a aidés. On voulait le faire dans ce sens, mais là, dans les années 80, on a une liste énorme de tous les États, de tous les cantons. Alors, on a travaillé exactement avec ces sponsors, sponsors, qui supportent la culture en Suisse depuis les années 80. Mais par rapport à ce que tu poses comme question, c'est vrai que c'est assez flagrant. En Suisse, il y a quand même eu toujours Genève, c'est un territoire où il y a une entente qui évolue. Tu vois, c'est un peu là qu'il y a l'ONU et toutes les instances internationales, de villes de la paix. Donc, les mouvements de rue qui ont été faits pour les revendications, dans les années 80, ils ont été assez vite compris par les autorités. Et puis, il y a moyen de faire des dossiers et puis de demander des subventions, mais c'est un peu monnaie courante quand même, c'est vrai, dans la scène. Mais il y a plein d'endroits, donc je nommerai l'usine par exemple, qui eux, ils n'ont jamais reçu de subvention. Ils ont reçu un endroit, donc c'est considéré par les autorités comme une subvention, et ils ne payent pas d'électricité parce qu'ils refusent de la payer, parce que justement en comparaison au Grand Théâtre qui fait l'opéra et tout, et les millions qu'ils ont comme subvention, mais c'est pas toujours acquis. Tu peux pas. Il y a plein d'endroits qui reçoivent rien du tout, et puis il y en a d'autres qui reçoivent. Alors après, c'est parce qu'il y en a des qui sont plus habiles à dialoguer avec les politiques. Ou c'est très aléatoire. Mais il y a pas mal d'artistes effectivement qui demandent des subventions pour faire leur album, et d'autres pas, quoi. C'est en fait la grande différence qu'il y a eu entre les révolutions zurichoises de 81 et les révolutions genevoises de 89 avec l'usine. C'est que les autorités au début des années, alémaniques au début des années 80, on disait on est contre vous. Alors il y a eu une révolution. Les gouvernements locaux, à la fin des années 80, avaient bien compris le système
Et ils étaient prêts à lâcher un peu d'argent auprès des éléments les plus perturbateurs, très rapidement. Ou par exemple, ce qui avait tendance à faire baisser la vague très rapidement aussi. Au centre suisse, il y a un endroit qui s'appelle Lucerne, c'est très fameux pour les touristes. Et là, il y avait ce mouvement aussi, non? Et les autorités, ils ont tout de suite compris que les touristes, ils ne vont pas aimer ça. Alors, ils ont donné une prison qui était dehors de la ville aux jeunes musiciens. Comme centre culturel. Voilà. Ouais. Centre culturel. Et c'est une région très, comment on dit, pas urbaine, très tranquille, agriculture. Et depuis cette époque, il y a des groupes de toutes les manières, de tous les styles qui viennent de ce endroit. Parce que c'était une prison, et dans chaque chambre du prison, il y avait un groupe qui pouvait... Dans chaque cellule, il y avait un... Cellule et là, encore aujourd'hui, ils peuvent... Il n'y a pas eu des frigos ou des trucs comme ça à Paris, à un moment donné, dans les années 80, où il y avait tout un immeuble de vieux frigos qui avait été... Il y a toujours. Donc il y a quand même... D'accord. Ça s'est cassé la gueule. Je t'ai pas entendu, excuse-moi. Ça existe toujours. Ça a fermé il y a peu de temps. Voilà. Je réponds juste par rapport à What's Wrong, typiquement. Ouais, c'est vrai que c'est un groupe vraiment alternatif, super alternatif, expérimental. Enfin, on les imagine pas faire du pognon et tout, mais justement, en fait, un peu, ça paraît impensable qu'ils aient du fric. Ça apparaît comme une espèce de soutien un peu improbable, mais en fait, c'est aussi une sorte de reconnaissance que ce genre de musique et cette culture, c'est autre chose qu'une commodité qui fait partie, qui est dans le marché. Donc on peut dire ah ouais, c'est des privilégiés, on leur file de la thune pour qu'ils sortent un disque. En fait, c'est aussi une compréhension politique du fait que cette culture a besoin qu'on lui donne le petit coup de pouce pour qu'elle puisse ensuite carrément justement rester en fait très indépendante, puisqu'elle rend pas de compte contre ce coup de pouce. C'est une subvention désintéressée. Les pouvoirs publics ont compris que la culture alternative, qui effectivement a émergé dans des conditions un peu semi-révolutionnaires, mais qui maintenant est reconnue comme une partie de la culture suisse, je pense que les pouvoirs publics locaux ont compris, quand ils en font pas eux-mêmes, ils en sont pas issus eux-mêmes, ils ont d'autant plus compris que ça doit être un petit peu aidé pour que ce soit pas dans le marché. Et les groupes qui ont ce petit logo, ce petit coup de pouce, bah c'est vrai que c'est des groupes, bon d'accord, ils ont eu un peu d'argent pour faire leur disque, mais du coup ils sont pas obligés d'être sur des labels commerciaux. Puis c'est vrai qu'en Suisse, en plus, c'est improbable, quoi. Signer sur une filiale de Warner ou de Sony en Suisse, faut se lever tôt, quoi. Ça se compte sur les doigts d'une main. Quelques grosses stars qui sont sur ces antennes nationales de major, mais sinon le tissu il est très alternatif et certains de ces groupes touchent un petit pécule qui les aide à rester indépendants pas complètement aux prises avec le marché. Bon, si on écoutait de la musique. Juste peut-être pour préciser, puisqu'on parle d'argent, préciser par rapport à ce que tu disais, Alain, il y a, même si évidemment en Suisse la plupart de la culture est financée par les cantons et les villes, il y a quand même deux instances au niveau national qui aident la culture financièrement, c'est l'Office fédéral de la culture et Pro Helvetia, Fondation Suisse pour les cultures, parce que s'il n'y avait pas du tout de ça, ce centre n'existerait pas et cette soirée n'existerait pas, puisque le Centre culturel suisse fait partie de Pro Helvetia. Et Pro Helvetia, d'ailleurs, qui aide régulièrement des musiciens, y compris qui viennent de la scène alternative pour des disques, pour des tournées. Le Pro Helvetia, c'est l'équivalent en France de l'AFA, je crois. Hein. Ça aide à l'exportation de la musique, plutôt qu'à sa production. Ouais. Oui. Enfin, maintenant c'est l'Institut français. C'est pas tout à fait équivalent. Il y a plein de similarités, il y a plein de différences. En principe, Pro Helvetia ne donne pas d'argent pour t'aider à faire un album c'est surtout les tournées. Ils t'aideront pour une tournée ou pour les conditions que tu fasses effectivement ils aident à l'étranger. Ouais. Que tu fasses quelque chose de spécifiquement suisse justement et que tu désires le faire l'exporter. Là, il y en a des possibles. Mm-hmm.
Mais si c'est pour faire des reprises de musique anglaise, par exemple, ils ne rentreront pas en ligne de compte. Il faut que ce soit suisse. Mais tant mieux. Tu disais si on écoutait un peu de musique, est-ce que vous êtes d'accord? Donc on pourrait lancer le deuxième montage image et son, qui commence d'ailleurs par une jolie séquence The Young Gods. Ben ouais, puis on peut boire dans la salle, c'est ça? Oui, il paraît. Puis on peut boire dans la salle, on peut emmener le verre. Oui. Bon, ben merci. Merci à vous tous. C'est pas fini. I'm gonna drive and drive. I wanna get there on time. I'm a gasoline